Épisode 40. Bastien. Il m'a tout raconté, après, quand on s'est retrouvés enfermés ensemble dans la caserne. Et je le crois. Son doigt avait pressé maladroitement la gâchette, Hugo s'était écarté, une seconde, puis s'était de nouveau jeté sur lui, en hurlant des insultes, des menaces, et en disant qu'il allait le retenir, que Bastien l'avait. Nous, on s'était enfuis. Blanche m'avait emmené. Ensuite, pendant qu'Hugo gueulait à Bastien qu'il allait mourir pour ça, Luna et Simon avaient filé à leur tour par les deux portes de la casemate D. Simon vers la cour et l'air libre, ma sœur de l'autre côté, vers nous, par peur de Simon. Hugo, atteint à l'estomac, dirait le docteur Gillot, après l'autopsie, avait tenu un temps sur les nerfs et la colère. Il avait continué de marteler Bastien de coups, d'insultes. Logiquement, avec sa balle dans le ventre, il s'était affaibli très vite, et même si Bastien n'osait pas le frapper, se contentant de se protéger, notre pote avait fini par tituber, par tomber dans les bras de son adversaire en se tenant le ventre. Bastien l'avait allongé sur les dalles, avait desserré les mains crispées sur l'abdomen. Il avait essayé d'arrêter l'hémorragie externe d'abord, appuyant son propre t-shirt sur la plaie, en compression, tout en pratiquant en alternance les gestes d'urgence. Et puis, en tentant d'empêcher qu'Hugo sombre en syncope. Mais tout seul, il ne pouvait y arriver. Il fallait de l'eau, il fallait quelqu'un qui lui fasse de la lumière, qu'on l'éclaire. Il fallait qu'on comprime la plaie pendant qu'il faisait le reste. Se méfiant de Simon, ignorant où avait disparu Luna, il s'était précipité dans notre couloir pour implorer de l'aide. Et nous avions cru qu'il s'adressait à nous pour nous faire sortir, en menaçant à voix haute sa victime, son otage, pour ne pas nous laisser le choix. C'est ce que nous avions cru, et Luna, cachée dans la pénombre, aussi. Si nous n'avions pas tous eu peur de lui, à ce moment-là, aurait-on pu sauver Hugo? Le docteur Gillot nous affirma que non, plus tard, mais j'ignore dans quelle mesure il n'a pas aussi voulu nous exonérer de notre responsabilité, pour que nous ne portions pas le poids, la culpabilité de cette mort-là. Bastien se battit pendant 1 heure, encore peut-être, avec Hugo, mais ensemble cette fois. Il essaya désespérément de sauver notre pote, luttant contre l'hémorragie, contre le ralentissement inexorable du pouls, celui des fonctions vitales, contre l'épuisement du cœur. Continuant encore de le masser alors qu'il était inconscient, qu'il était déjà mort. Luna, qui entendit ses efforts, ses jurons, ses reste avec moi, ses putain, reviens, se méprit tout ce temps parce qu'elle pensait que Bastien et Hugo se battaient, qu'ils s'entretuaient. Une lutte contre la mort reste une lutte, elle a le même écho, celui du combat. Luna resta cachée longtemps, osa finalement tenter de nous rejoindre derrière la porte. Mais nous la laissâmes dehors. Comprenant qu'il avait perdu Hugo, qu'il ne le ressusciterait pas, Bastien revint dans notre couloir, une deuxième fois. Luna crut qu'il revenait pour nous, et se planqua de nouveau, alors qu'il voulait juste nous le dire. Il ne nous débusqua pas. Il ne trouva qu'une porte d'acier verrouillée que nous n'avions pu franchir, pensait-il. Il se dit que nous devions connaître une autre issue, et que peut-être nous avions pu filer, que nous avions la rage nous aussi, que nous allions la semer dans toute l'île, puisqu'il y croyait encore, et que nous avions touché Simon. Coupable, fou de culpabilité et d'inquiétude, il décida d'aller prévenir au bourg. Luna profita de son départ. Après avoir attendu, scruté et mesuré le silence, elle s'aventura prudemment jusqu'à la casemate D. La pièce était vide, la voie était libre. C'est elle qui ramassa le couteau de chasse sur le sol pour se défendre des deux garçons qu'elle croyait fous, possédés. Dans la cour du fort L, désorienté et effrayé, Bastien avait réalisé qu'il ne saurait pas forcément retrouver le chemin du tunnel, et aussi qu'il n'avait pas d'outils, comme Maxence, pour dévisser la fenêtre. Il ne pouvait quand même pas revenir en arrière, fouiller dans les poches d'un mort.
Et puis, peut-être l'attendions-nous dans le tunnel, Simon, ou nous. Alors il passa par le passage à l'air libre, celui du mur ouest, enjambant le chemin de ronde en pleine obscurité pour sortir du fort et prévenir les parents. Il venait de commencer la descente, vertigineuse, quand il dérapa, lâcha prise, tomba de 10 mètres. Il aurait pu se tuer, mais il eut une chance presque incroyable dans son malheur. Ce genou gauche, qui se replia sous lui, amortit la chute. Il s'en sortit presque à bon compte, avec une fracture ouverte de la jambe gauche, l'os brisé qui perçait le pantalon, au niveau de l'articulation. Luna tomba presque sur Simon, en sortant de la cour. Il déambulait, nu, dans la galerie, comme un fauve. Peut-être avait-il aperçu Bastien, quelques instants auparavant, mais il ne s'en souviendrait pas. Le cœur battant, Luna se plaqua contre un pilier, le couteau contre la poitrine, sens aux aguets, guettant les bruits, s'attendant à chaque seconde à ce que son ancien copain surgisse, se jette sur elle et la tue, comme il avait tué Maxence. Elle le vit errer un temps dans la cour. Il ne savait pas où aller, se heurtait aux parois d'une cage invisible. En dépit de la souffrance, Bastien réussit à se traîner sur la route. Dans les premières lueurs jaunes, avant l'aube, il finit par tomber sur un des groupes qui nous cherchait depuis des heures. Il leur expliqua qu'il avait tué Hugo, et moi peut-être, que j'étais blessé, d'autres aussi peut-être, qu'il n'y avait pas une minute à perdre, que Maxence était mort, lui aussi, que nous étions tous dans le fort L, sûrement. Que Simon était revenu du continent, que Simon avait le mal. Lui, il ne savait pas s'il l'avait. On alerta le bourg par VHF. JP et Daniel arrivèrent avec le camion des pompiers, les trousses de SAMU. Dans le pick-up derrière eux, il y avait Bruno et Vincent, et Patricia, Caro, les parents d'Hugo, qu'on avait prévenus. Cyril, qu'on avait libéré de la quarantaine avec ses filles 5 heures plus tôt, après avoir découvert la disparition d'Hugo, était allé chercher les clés du fort L, à la mairie. Pendant qu'on fixait une attelle sur la jambe ouverte de Bastien, dans le camion qui roulait à toute vitesse sur les 2 kilomètres jusqu'au fort, Bruno dit aux sentinelles de ne tirer qu'à coup sûr. En dépit de sa blessure, atroce, Bastien insistait pour guider l'équipe de secours. L'aube se levait. Le pertuis devait briller, les féeries de nuages ignoraient que cette nuit à laquelle elle s'arrachait, dans cette splendeur, avait été d'une noirceur plus profonde que toute. Le camion de pompiers et le pick-up qui le suivait tombèrent sur Luna, 500 mètres avant d'arriver, sur la route des marais. Elle était restée 3 heures dans la galerie de la cour, derrière son pilier, le couteau d'Hugo à la main, espérant l'aube, attendant les premières lueurs pour oser traverser la cour dans le dos de Simon, entrer dans le tunnel, sortir par notre passage. Une fois qu'elle l'eut traversé, elle avait hésité, revissé finalement derrière elle, pour que Simon ne puisse pas sortir, ni Bastien, s'il était encore là. Elle s'était dit que si nous avions pu leur échapper tout ce temps, et que nous étions encore là-dedans, Blanche et moi, nous tiendrions 1 heure de plus. Elle s'en veut encore de ce choix-là. Quand elle vit le camion, elle se jeta au milieu de la route, fit de grands gestes. Les 2 véhicules freinèrent désespérément pour ne pas la percuter. Elle ne cligna même pas les yeux quand ils s'arrêtèrent à 1 mètre d'elle. Elle avait les jambes nues, les pieds sanglants, les genoux écorchés d'avoir rampé dans le noir, seul stigmate de ce qu'elle venait de traverser, à part son visage bouleversé. Elle avait laissé le couteau derrière elle, dans l'herbe, après être retombée au pied du fort. Plus tard, elle me dirait « De toute façon, si j'étais tombée sur Bastien, ou un autre que vous deux, je serais morte, je crois, de fatigue, de terreur. » Elle apprit que nous n'étions pas sortis du fort, nous, que personne ne savait où nous étions. Elle refusa les soins, demanda simplement des chaussures, et se joignit au groupe. Elle monta dans le pick-up, puisque Bastien était dans le camion. En arrivant, elle amena 3 pompiers jusqu'à notre passage. La fenêtre, d'où pendait la corde à nœuds, était toujours vissée. Bruno laissa une sentinelle armée,
au pied, ignorant si Simon avait trouvé un moyen de s'enfuir. C'était Vincent, avec son fusil de chasse gros calibre. Ils l'appelèrent quelques minutes plus tard à la radio VHF pour le prévenir que sa garde était désormais inutile. On avait trouvé Simon, presque en entrant, au milieu de la grande cour carrée, nu encore. Assis sur le sol, il ne bougeait plus, comme une statue qui attend la pluie. Il n'avait pas essuyé les gouttes du sang de Maxence sur son visage. Ils l'appelèrent par son prénom, plusieurs fois, avant qu'il réagisse. Il se retourna finalement et, en les voyant, il paraît qu'il fondit en larmes. On l'approcha avec prudence. Ce furent Daniel et JP, gantés, masqués, armés, qui lui firent les premiers soins et la première injection. Il obtempéra, se montra docile et les suivit. On le couvrit d'une couverture, on lui donna du sucre, puis on le conduisit jusqu'au camion pour lui administrer, sous perfusion, un sédatif puissant. Nous, ils nous trouvèrent donc dans la casemate D. Bastien les y emmenait pour leur montrer les corps d'Hugo et de Maxence, portés en chaise par Éric et Cyril. Luna leur avait dit que nous étions peut-être derrière, encore, enfermés dans la E. Je crois qu'ils s'attendaient tous à nous trouver morts. Ils entrèrent en passant par le réfectoire avec les lampes torches puissantes des pompiers, qu'on rechargeait régulièrement pour surveiller les plages, tout un réseau de faisceaux aveuglants qui striaient et découpaient la nuit. On plissa des yeux quand ils les braquèrent vers nous, aveuglés. Blanchette eut le même réflexe que moi, celui de lever les mains. Caro cria « Blanche, mon Dieu !» Quand elle l'entendit, Blanchette courut vers sa mère, se jeta dans ses bras. Moi, je ne pouvais pas courir, parce que je n'avais jamais eu de mère, je n'avais plus de père, parce que je chancelais. Et puis, en plissant les yeux, au milieu des silhouettes et des cris, des exclamations, des faisceaux et des ombres, je vis qu'il y avait Luna, là, avec eux, parmi eux, ma sœur. Je vis ses yeux et ses dents briller brutalement dans la pénombre, une joie féroce. Elle me découvrait debout, vivant, elle ne s'y attendait plus. Malgré la pénombre, je vis que son visage se transfigurait. Je sentis que tout le mien, ébloui, blanc de lumière, s'arrachait dans un sourire, une grimace qui dut être affreuse, parce que ma bouche était crispée sur la douleur depuis des heures. Et j'aurais voulu pouvoir courir. Mais même si je sentis, en la voyant que désormais tout pouvait m'arriver, ou plus rien qu'importe, que je me foutrais de tout, indifférent, tanné, que je ne serais plus jamais que gratitude, parce qu'elle était vivante, ma sœur, parce que je ne l'avais pas livrée à la mort derrière notre porte fermée, n'empêche, je ne pouvais pas courir vers elle et me jeter dans ses bras. Mon âme comprit à cette seconde que j'étais sauvée. Mon corps sut, au même instant, que j'avais le droit de nouveau d'éprouver la douleur folle, insupportable, cette douleur que mon cerveau avait niée depuis que je m'étais relevée parce que c'était une affaire de survie. Le bouquet de mes nerfs le comprit à la même seconde, par toutes ces terminaisons, et le cerveau crut enfin avoir la force de les entendre. Je fus comme électrisé, une décharge. Tout, ma hanche, mon aine, les nerfs, les neurones, les synapses, les sensations, les pensées, tout se mit à hurler Larsen jusqu'au blackout. Et, au lieu d'accueillir Luna qui s'élançait vers moi, je m'affaissais sur le sol, comme un sac. Le camion m'emmena. Je n'ai que de vagues souvenirs des 4 kilomètres, brinque-ballés, allongés sur un brancard à côté de celui de Simon. Il dormait, un masque sur le visage, plongé dans un profond sommeil artificiel. Puis d'autres flashs. Moi, dans une pièce que je ne reconnais pas, le docteur Gillot et Patricia penchés au-dessus de moi, avec des masques, des instruments métalliques. Quand je me réveillais tout à fait,
L'après-midi était avancé. J'étais dans un lit dur, recouvert de draps frais. Une fenêtre ouverte laissait entrer un air fleuri, iodé. Je me redressai, sentis que ça tirait sur ma hanche, vis que j'avais une perfusion accrochée à mon lit. On est dans la caserne, fit une voix connue, un peu gouailleuse. Bastien était allongé dans un lit à côté du mien. Il était perfusé lui aussi, et je vis qu'il avait une jambe entièrement plâtrée. Fracture ouverte, dit-il. Tous les os en miettes. Plus de genoux. Il faudrait poser des broches et des plaques, mais on n'a pas de chirurgien orthopédique. Il haussa les épaules. Je vais marcher avec une canne. Il s'est passé quoi? Je suis tombé du haut du fort. Je soulevai les draps pour regarder mon abdomen. Gilot t'a recousu. Nickel. Paraît que t'as eu du bol, hein, que la balle aurait pu toucher le rein ou le côlon, mais qu'elle a juste traversé le muscle moyen fessier. Un sourire. Je souris aussi. Blessé au moyen fessier. Tu t'en sors sans rien, sauf une fesse molle peut-être, et un petit trou qui aura un air d'aventurier. Une pause. Il vit que mon sourire s'était retiré. Je suis désolé, Jo. Je te tirerai pas dessus. J'ai paniqué. Je sais. Et pour Hugo? C'est là qu'il me raconta. Un peu plus tard, Luna apprit que j'étais réveillée et elle vint me voir. Le soleil entrait dans la chambre, on voyait des poussières danser dans ses raies. C'était comme si l'air lui-même en était plein, des grâces, des poussières d'or, invisibles. La suite au prochain et dernier épisode.